Bon, alors, donc on va rester dans notre dynamique des petits cours. Avant, donc, c'était un petit cours de géopolitique, et là, je vais faire un petit cours d'histoire. Et je vous promets à tous ceux qui sont donc suffisamment sages pour m'écouter jusqu'au bout, une petite, on va dire, une petite truc absolument comme ça. Vous savez, ceux de 1er avril, mais qui sont pas du 1er avril. Tu dis, mais comment est-ce possible? Enfin, et ici, c'est possible. Voilà. Mais pour ça, il faut attendre jusqu'au bout, d'accord? Après, vous allez voir un truc explosif. Et avant, donc, le petit cours d'histoire sur le Napoléon. Le Napoléon qu'on n'étudie plus à l'école en France depuis au moins 15 ans. C'est pas, on l'a sorti comme ça du programme scolaire. Ça doit pas être un type important. Bref. Et donc, Napoléon est Manu, notre démocratiquement élu. Vous vous rappelez, il y a quelques années, là, quand on l'a interviewé selon, donc, ça, selon sa mission, hein, il disait, ah, il y a un petit côté mystique, hein, transcendant. Voilà. Et il y a des mauvaises langues, très mauvaises langues, là, qui disent que il se prend pour Napoléon. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas faux, hein. Non, mais il y a des petits côtés, il y a une petite ressemblance, hein, déjà dans la situation. Alors, je vous explique. Donc, Napoléon, quand il est arrivé donc au pouvoir, la France était fauchée de chez fauchée. Ouais, totalement fauchée. On a coupé la tête du roi, ou Louis XVI, voilà. Mais on a récupéré sa dette. La dette était énorme. On prenait tout l'or, donc tout l'or disponible en France. On pouvait pas, même la moitié de dette, voilà. On pouvait pas les rembourser. Impossible, non, irremboursable, d'accord? Oui, parce que on tête, la tête de roi, on la coupe, hein, d'accord? Mais la dette, elle reste toujours. Alors comment faire? Comment faire? Comment faire? Alors les révolutionnaires, hein, ils se sont dit, tiens, on a qu'à devenir super laïque, hein, et ça nous permet donc de confisquer les biens d'église, voilà. On crée des assignats. Les assignats, donc, c'est, comment dire, c'est comme un emprunt, voilà. On pourrait dire garanti par les avoirs russes. Enfin, non, pardon, non, par des biens d'église. Mais je confonds un peu, désolé. Par des biens d'église, voilà. Sauf que ces biens d'église, vous voyez, donc, leur valeur initiale, donc, elle était, comment dire, on prenait en compte les biens d'église tels qu'ils étaient, comment dire, vendus à l'unité, voilà. Mais quand on a tout mis, donc, ils ont perdu de la valeur, mais direct. Voilà. En quelques semaines, peut-être quelques mois, mais il n'y avait plus rien. Voilà. Et donc, il y a énormément d'industriels à l'époque, ils ont fait faillite totale. Voilà. J'ai travaillé sur les textes d'un tailleur de pierre d'époque, il expliquait bien comment ça marchait. Donc lui, on lui passait des commandes, voilà. Il construisait, je crois, des routes et des ponts, des trucs comme ça, des grosses œuvres, d'accord? Donc on lui passait des commandes, on payait donc la compte avec des assignats. Mais lui, quand il achetait donc la pierre, du sable, enfin, quand il achetait donc déjà le matériel, et quand il payait ses ouvriers, c'était avec un vrai argent, voilà. Vous un peu, vous voyez ce que je veux dire. Les assignats, splank, voilà. Donc il a fait faillite et il a rien vu venir. Il n'était pas le seul. Il paraît que c'était un petit peu comme ça. Ça veut dire que l'industrie, on va dire, enfin, les artisans, voilà, je sais pas, enfin, des petits, enfin, oui. Bref, comment dire, la France a, là-dessous, elle a totalement, je dirais, c'était horrible. Et les faillites étaient plaf. Donc on avait donc les nobles qui sont endettés d'une façon épouvantable, hein. Après, on avait donc tout ce qui est l'artisan et l'industrie, il fait une faillite donc avec les assignats. Et puis on a donc les biens d'église, hein, qu'on a confisqués gentiment et ils ont perdu de la valeur. Voilà. C'était des gens, je sais pas si leur ministre de Finances à l'époque n'écrivait pas des romans érotiques, parce que je dis vraiment, côté transcendance, tu te poses les questions. En tout cas, Napoléon, il arrive donc, il récupère la France dans ce fameux état-là. Et d'un seul coup, comme ça, il trouve une solution. Il dit, tiens, je vais faire des guerres pour récupérer plein de trucs partout. D'accord, pourquoi pas. Donc, une bonne idée à la base. Hein. Sauf que pour faire une guerre, on a besoin d'argent. Désolé, on a besoin d'argent. Et d'argent, il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait vraiment pas. Il y avait plus rien à vendre. Il n'y avait plus rien. Et il trouve de l'argent pour aller faire la guerre. Alors, je suis un tout petit peu, comment dire, je suis un peu embêtante, d'accord, mais j'aimerais comprendre. Il a trouvé où cet argent, Napoléon, hein, pour aller faire les guerres dans un état totalement en faillite, hein?
Déjà, je vous raconte pas comment il est arrivé en faillite, parce qu'il est de Louis XIV à Louis XVI, je dirais, c'était un long chemin, mais enfin quand même. Mais néanmoins, je dis, d'accord, peu importe ce qui s'est passé avant. En ce moment-là, précis, où il a trouvé le pognon de Napoléon pour aller faire toutes ces guerres? Où? Voilà. Ça, on sait pas. On sait juste qui c'est qui a fait plein de pognon sur ces guerres-là. Je vous donne en mille, des Rothschild. Et ça, c'est un fait historique, donc j'invente rien. Voilà. Et donc notre Napoléon, là, notre brave Napoléon, donc, il allait donc conquérant, donc il a conquis toute l'Europe, voilà, il a ramassé plein de trucs, il a pillé ses dettes, en permettant aux autres donc spéculer un peu sur les victoires et les, tout ça. On connaît encore une fois. Non, mais ils sont devenus super riches les Rothschild à l'époque. Ils se sont fait une fortune sur les guerres de Napoléon, monstrueuse, voilà. Oui, on avait aussi donc l'Égypte, voilà. Les conquérants. Donc on a descendu en Égypte, on a tout piqué dedans. Eux, la pierre de Rosette aussi, n'a pas à confondre avec le saucisson. On l'a déchiffré. Ils sont très très reconnaissants les Égyptiens, voilà. Très reconnaissants. Enfin, je veux dire, ils auront peut-être préféré, comment dire, de ne pas savoir lire leur truc là, mais de garder tous leurs biens. Voilà. Mais bon, non, ils ont vendu, donc pas vendu. Ils ont échangé, on va dire, tous leurs biens contre le savoir. Le savoir n'a pas de prix, voilà. Et les Rothschild, ils se sont fait une fortune, voilà. Il a fini comment, Napoléon? Avec des Russes, voilà. Oui, donc, avec Alexandre Ier, il a rentré donc à Paris, voilà. Il a passé quelques semaines, voilà. Il a dit que Napoléon, c'était un brave soldat, mais il avait une certaine admiration pour. Il a même dit que c'était bien s'il restait en place. Il n'est pas resté en place, non. Il est parti sur une île qui appartenait, je vous donne en mille, aux Britanniques. Allez. Je sais pas comment il va finir notre Manu national, mais encore une fois, pour faire une guerre, il faut avoir de l'argent. Donc là, comme par hasard, peut-être que si on est prêt, peut-être qu'on en trouvera des sous-sous. Encore une fois, ce ne sera pas pour notre compte. Non. Et vous voyez, c'est quand même intéressant de voir comment ça s'est passé tout ça. On nous met notre petit jaune comme ça, très transcendance, voilà. On nous colle une dette monstrueuse et comme par hasard, on a une guerre toujours avec les mêmes. Moi, le hasard, j'avoue, je ne crois pas trop, mais bon, c'est jamais. D'ailleurs, vous voyez, dans les mêmes séries, donc on a aussi une histoire avec le petit Adolphe, voilà. Il a récupéré l'Allemagne dans un état pitoyable. Ils ont tout perdu à la Seconde Guerre mondiale, tout. Ils avaient pas, pardon, excusez-moi, pas en seconde, la Première Guerre mondiale. Et en seconde aussi, ils ont tout perdu, cela dit. Enfin, déjà, donc, après la première, c'était un grand empire, plus rien. Ah oui, c'était un empire qui faisait l'ombre, dont il ne faut pas prononcer les noms. Et donc, du coup, il y avait une guerre. Ils ont tout perdu. Et quelques années plus tard, ils trouvent de l'argent pour, non seulement pour donc rebondir, et donc pour avoir une bonne armée pour aller faire des guerres aux autres. Et je vous assure, à l'époque, ils n'avaient pas de choix. Ils étaient obligés d'aller faire une guerre parce que la même chose. Ils avaient, je veux dire, on ne vous donne jamais l'argent comme ça pour rien. Non. Donc là, je veux dire, on vous donne de l'argent, vous allez mourir. Voilà, d'accord? C'était le même principe. Et les gens qui disent oui, c'est parce que c'était des industriels allemands, d'accord, qui ont donc payé pour que Hitler soit mis là où il était mis. Oui, on peut dire aussi que Napoléon, c'était aussi les industriels français. Que je vous rappelle, les assignats. Et dans l'autre côté, je vous rappelle aussi qu'il avait une dette absolument énorme et il n'y avait plus d'industrie du tout. Pour relancer leur industrie, il fallait que quelqu'un investisse dedans, d'accord? Voilà, je parle des Allemands. Qui? On ne sait pas. On n'a pas d'idée. Enfin, il y a des noms, comme ça, de mauvaises langues, tout ça. Oh, c'est un dictateur. Là, on avait un dictateur et nous, en France, on avait un conquérant. On ne va jamais ceux qui sont dans l'ombre, derrière. En tout cas, aujourd'hui, on est dans une situation totalement comparable. Voilà, donc, on va dire, notre démocratiquement élu, voilà, avec la transcendance, qui veut absolument faire une guerre, dès le début, il a dit ça. Il n'y avait pas encore il y avait pas encore tous les terrains pris par des méchants russes là-bas. Déjà, il disait, je crois que je serai obligé d'envoyer des gars là-bas. Il faisait son. Bon. Non, mais les mecs, ils s'y croient, Vous l'avez vu défiler devant ces armées, Ils bombent le torse comme ça. Et non, mais attends, transcendance.
Il manque encore un truc et puis un chapeau pointu et il sera tout à fait dedans, voilà. Le mec, il est préparé depuis tout ce temps-là, voilà. Enfin, je pense, je suppose. Enfin, je dis encore une fois, il y a beaucoup de points qui seraient ça, voilà. Donc donc oui, peut-être qu'on sera obligé, hein, d'aller payer notre dette avec, comment dire? Nos petits jeunes, voilà. En Ukraine, ils font bien ça, hein, voilà. Oui, les petits jeunes là-bas, hein. Il y en a beaucoup de petits jeunes là-bas qui meurent, voilà. Mais bon, on s'en fiche un peu, c'est un peu des Russes aussi, d'accord, hein, l'un dans l'autre, hein. Bref, voilà. Allez. Non, ben, c'est un fait historique quand même qui est intéressant, vous voyez. Il y a quand même vraiment hein, une grosse dette. D'un seul coup, on a quand même toujours les mêmes avec la guerre, et on en trouve un avec la transcendance qui est prêt à aller donc trouver du pognon pour pour les hôpitaux, pour le sécu, pour le machin. On n'a pas de pognon. Mais pour une guerre, là, c'est sûr qu'on va en trouver. Et quelque chose me dit que ce sera toujours les mêmes qui vont piller. Voilà. Toujours les mêmes qui peuvent pas dormir avec la Russie juste à côté, comme ça, il y a un grand pays très riche avec plus de population, là. Qu'on explique à tout le monde qu'ils vont envahir l'Europe, voilà. Bah, j'ai une autre question. S'ils vont l'envahir l'Europe, supposons, d'accord. Donc, les hordes de Russes, là, vous savez, avec des miettes de pirochki, voilà, qu'ils parsèment partout, voilà. Ils arrivent, donc ils envahissent l'Europe. L'Europe, elle n'a pas pu résister, voilà, ils n'étaient pas prêts, donc ils sont arrivés trop vite, tout ça. Fait comment après? Non, je veux dire, une fois qu'on a envahi un territoire, d'accord, il faut le maintenir. Ils vont faire des bases, et pour surveiller la population, tout ça, vous voyez. Une fois qu'ils auront bouffé tout, donc croissant beurre, et installé, posé les pirochki à la place des hamburgers dans tous les bistrots, il faut surveiller, hein, que tout le monde bouffe des pirochki, hein. Il faut les surveiller. Donc, on est obligé d'installer, ramener la population de Russie donc, en Europe, où il y a 400 millions, donc 450, je crois, ouais, de millions d'habitants. Là-bas, il n'y en a que 150. Voilà. Donc, il faut, je sais pas, il faut combien de millions d'habitants russes pour transporter donc en Europe, pour surveiller tous les Européens, pour bien regarder qu'ils bouffent des pirochki, ou choux en préférence. Je veux dire, même là, je veux dire, vous voyez, ça ne tient pas debout. On n'a pas de moyens, rien que, je veux dire, pour contrôler les territoires non, parce que je dis, c'est pas comme en Afrique, les gens, je veux dire, en Europe, sont un peu plus évolués, vous voyez. Les Africains, vous mettez 1000 balles, enfin, pardon, 1000 balles aussi, 1000 gousses là, vous voyez, bien surarmés, ils arrivent à vous donc surveiller donc tous les terroristes. Mais là, je dis, ce sera pas la même chose, donc il faudra quand même investir, vous voyez, dans la population qui est quand même profondément russophobe aujourd'hui, voilà. Ils vont pas juste laisser faire, les pirochki, ils vont pas les bouffer comme ça, disant, oh, c'est bon avec un peu de crème fraîche, tout ça. Je dis, non, 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 on tenir à vos hamburgers, hein. Pour ça, il faut des moyens, donc il faudra que les Russes, voilà. C'était la même chose avec Napoléon, voilà. Les Russes sont arrivés, ils ont fait un petit tour et ils se sont barrés. Parce que je veux dire, vous voyez, pour être un bon petit empire, je veux dire, c'est les conquérants, voilà. Il faut aussi avoir des moyens de maintenir tout ça en place. Si on n'a pas ce moyen-là, ça sert à rien, voilà. Donc, d'expliquer que la Russie va absolument envahir l'Europe, supposons, elle va en perdre beaucoup plus avec tout ça qu'en gagner. D'autant plus, je vous raconte pas, l'Europe, je veux dire, vieillissante, les routes, les hôpitaux, tout ça, il faudra tout rebâtir, tout reconstruire, comme si les mecs, ils avaient rien à faire là-bas. De territoires immenses. Il n'y a pas assez de gens qui vivent là-bas, non, non. Au lieu de s'occuper donc de chez eux, non, ils vont venir bouffer et on posait des pirochki en Europe. Voilà, ben c'est ça. Bref, allez. Je vous ai promis donc une petite blagounette à la fin, dans la série de oh là 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 là. Est-ce que vous avez déjà entendu le nom comme Mariupol, Avdiivka, tout ça? Non? C'est tout ça, Tchasofiar, tout ça. Vous avez, oui, donc c'est des villes qui étaient donc jadis ukrainiennes, que normalement, on va dire, techniquement, enfin, je veux dire, juridiquement, on va dire, sont toujours donc normalement donc comme s'ils étaient en Ukraine, voilà, mais qui sont quand même déjà en Russie, d'accord. C'est les Russes qui les reconstruisent, c'est les Russes, enfin, je veux dire, les habitants de ces villes-là, maintenant, ils ont des passeports russes, d'accord, voilà. Vous savez que dans le budget ukrainien, pour toutes ces villes, ils attribuent donc une somme d'argent pour l'urbanisme, les génies urbains. Voilà.
Les génies urbains, ça veut dire que bah, tout ce qui est donc l'eau, l'électricité, les théâtres, hein, les aménagements de routes, tout ça, des garderies, voilà. Oui, oui, pour tous ces villes-là, plusieurs millions tous les ans, donc ils attribuent en génie civil pour des villes qui ne sont plus du tout en Ukraine. Voilà. Le budget comme ça. Et c'est eux-mêmes qui le disent, oui. Parce que maintenant là-bas, je dirais, il y a, comment dire, il y a parfois des gens qui osent dire des trucs. Voilà. Donc il y a une personne qui est sortie, elle a dit, voilà, moi je veux vous dire le budget, je veux dire, voilà, tout cet argent-là, donc, en génie civil, en génie urbain, donc, voilà, donc dans le budget, donc ils sont attribués tous ces états-là. Non, ben, on parle de corruption, vous voyez, des trucs comme ça, je veux dire. Oui, des gens qui donc emploient des personnes avec de l'argent de l'Europe, tout ça. C'est vraiment des petits joueurs, quoi. Non, mais les mecs, ils arrivent dans leur budget intégrer des sommes d'argent pour le génie urbain, pour des villes, ou alors sur les dominations russes, ou alors vraiment plus rien. Et eux, ils organisent là-bas des festivals, des spectacles, je sais pas, des aménagements comme ça, vous voyez. Le bien-être, le bien-vivre, voilà. Le bien-vivre dans une ville où il n'y a plus rien. Voilà. Enfin, ah ben voilà, on est à un niveau de corruption qu'on s'imagine même pas. Oui, non, on peut dire toujours que c'est donc les autres qui les ont appris, enfin, les civilisés et les démocratiques. Mais alors les mecs, je veux dire, c'est vraiment des bons élèves. Là, alors vous pouvez toujours dire ce que vous voulez, mais avant qu'on arrivera, je veux dire, à dominer tout ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que vous pouvez pas vous imaginer le pognon que toute cette petite organisation draine. Hein. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont intéressés, premièrement, que Zelensky reste en place, parce que s'il bouge, on sait pas qui c'est qui va dénoncer, premièrement. Et secondo, c'est une telle machine à blanchir du pognon, donc, vous inquiétez pas, on n'est pas tout de suite là, la paix. Non, 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 non. Même, je dis, trompez-nous, mais nous, là-bas, elle n'arrive pas. Et pour que Zelensky, il arrive aussi ouvertement, comme on dirait, vous savez, comme je dis, c'est la queue qui bouge les chiens, mais en plus, non seulement, donc, elle bouge les chiens, mais en plus, elle se lève et il les pète à la gueule, voilà. Pour que Zelensky s'autorise, je veux dire, de tels comportements, donc, vraiment, je veux dire, il est sûr de lui, voilà. Allez. Comme d'hab, donc les j'aime, comment dire ça, les abonnements, les commentaires, les blabla, tout ça, voilà. Ça me fait plaisir. Cette chaîne, c'est un peu mon bébé, donc à chaque fois, ça me fait plaisir. Et puis aussi, donc, comment dire, les bébés, de temps en temps les nourrir, voilà. Donc j'ai ma page Tipeee, voilà. Il est quelque part dans les commentaires, voilà. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine.